Je vais vous parler du logiciel en France et des opportunités que ça peut représenter et qui sont totalement, à mon sens, malgré ce qu'a dit Axel Lemaire ce matin, non seulement sous-représentés, mais aussi sous-utilisés et même complètement sous-évalués. C'est-à-dire on s'en fout complètement. On n'écoute pas. Voilà. Donc le paysage français dans le domaine est quand même un énorme beans, construit comme une usine à gaz, avec énormément de communication et, pour être très franc, quand même peu d'action. Le ministère de l'économie numérique qui nous fait, Axel Lemaire est une personne charmante, qui a des vraies convictions, on est bien d'accord, elle fait ce qu'elle peut, mais il ne faut pas oublier que c'est un ministère sans budget. Hein, et rattaché directement à un très haut ministère de tutelle, sans avoir d'autonomie propre à lui-même. Donc on a hérité, en fait, alors que notre industrie devrait avoir quelque chose d'extrêmement sérieux pour faire décoller un écosystème en France, on a hérité dans le gouvernement d'un véritable strapontin, et pas plus que ça. Quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'affaire du cloud souverain, donc vous reconnaissez probablement les deux noms, Numergy et CloudWatt, qui ont merdé dès le jour numéro 1 jusqu'au jour de leur fermeture, en coûtant aux contribuables 75 millions d'euros chacun pour quelque chose dont toute l'industrie avait averti les ministères en disant « ça ne marchera jamais, écoutez-nous, c'est mal barré ». On a dépensé ce pognon en pure perte. Donc, la question à se poser, c'est 150 millions d'euros en pure perte, combien de boîtes on aurait pu lancer avec? Combien de jeunes on aurait pu aider? Combien de projets géniaux? Je parle bien de technologie, hein. Je ne parle pas du site web qui met en relation le gars qui veut prêter son marteau à son voisin, hein. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ce n'est pas la technologie. Combien on aurait pu en lancer? Je vais vous en parler derrière. On a le problème Syntec. Si vous travaillez dans l'informatique, nous sommes tous ici, ou presque, à de rares exceptions près, il y a la convention de la métallurgie, mais on dépend de Syntec. En Syntec, la qualification 2.1, qui est la première qualification de manager, vous interdit de continuer à travailler dans la technique. On est le seul pays au monde à avoir une organisation de cette nature-là. Vous allez partout ailleurs, vous avez une double chaîne hiérarchique, la chaîne managériale et la chaîne technique. L'une va vers le CEO, l'autre va vers le CTO. En France, premier échelon de manager, vous n'êtes plus un technicien, c'est terminé. Donc il faut détruire Syntec, ou à tout le moins, il faut que les informaticiens, les vrais techos de France, disposent d'une convention collective qui les représente. Syntec, je vous rappelle que c'est les consultants, les SS2I, donc les consultants SS2I, un consultant en réorganisation et une SS2I sont dans le même sac. Et si mes souvenirs sont bons, les intermittents du cirque. Nous sommes dans le même paquet. Il est peut-être temps de faire autre chose. Nos politiciens sont non seulement incapables de penser différemment, le fameux think different de Steve Jobs, mais ils sont incapables de nous écouter. Nous sommes des petites mains, on est vus plus comme des techniciens, comme des ingénieurs. On est aussi incapable de se fédérer et on a un véritable problème non seulement d'écoute vis-à-vis de ces gens-là, mais on a nous-mêmes un problème de représentation. Donc je vais aller relativement vite et puis après, s'il reste du temps, on interagit. Hein. C'est beaucoup plus cool comme ça. Donc quel est l'état vraiment de notre métier? Donc moi, je vais vous parler de mon cas personnel. Mon père comprend absolument rien à ce que je fais. Il essaye, il a 86 ans, 87 ans, il essaye, mais il pige pas. Et je lui ai offert un Mac, il s'en sert. Il y a des fois, il fait des très bonnes remarques, mais pour lui, c'est une boîte noire. Ça marche. Il y a un démon là-dedans quelque part. Si vous êtes dans une entreprise, en général, votre commercial ne comprend rien non plus à ce truc-là. Il le vend très bien, mais si demain, il devait vendre des lapins ou des balais, il vendrait des lapins ou des balais. En général, il n'essaie pas de piger ce que vous faites, ce que vous vendez, quel est l'avantage concurrentiel. À moins qu'il ait un background technique à la base, votre patron ne comprend rien non plus. Il est un bon lanceur de boîte, c'est un bon entrepreneur. Ça fait en général un moment qu'il est largué par la technique et les solutions techniques implémentées par ses développeurs le dépassent en général complètement. C'est pas grave, c'est complètement normal, mais il faut le prendre en compte. Quant au gouvernement, alors là, quand vous suivez les dernières annonces dans le monde de la high-tech, il confond allègrement software, hardware, PME, groupe du CAC 40, infrastructure, logiciel, déploiement, service. Quand vous entendez qu'une boîte qui vend du canigou sur Internet est une boîte de high-tech, il y a quand même des questions à se poser.
Donc, on va réutiliser le motto de Al Gore, Inconvenient Truth. Il faut quand même, je veux dire, poser les faits, quoi. Donc, en dehors des vraies boîtes qui font de la high-tech, les gens qui font, encore quand je dis high-tech, du logiciel, excusez-moi, qui font du logiciel de haute technologie, on ne fait pas de logiciel. D'accord ? Le logiciel, c'est une commodité. Ça doit marcher comme le téléphone. Le téléphone ne marche pas, poussez une gueulante, quoi, le téléphone ne marche pas. On vous demande, à tout informaticien qui se fait recruter, on demande d'avoir un CV long comme le bras, qui correspond à peu près au nombre d'années d'études d'un médecin. C'est comme un médecin, il doit se maintenir à jour en permanence. C'est un informaticien, s'il est sérieux, est un étudiant à vie. Et on est payé des nèfles et on est considéré comme des petites mains. On est là pour exécuter et pas pour penser. Ça, c'est un problème que tout le monde connaît. Et encore, je ne parle pas de ceux qui sont en SS2I, qui sont traités comme de la viande. Bon. Les SS2I qui ne font pas des produits. Elles vendent de la croissance aux actionnaires. La seule chose qui compte, c'est d'avoir une croissance à 2 chiffres pour les actionnaires. Le client, en général, on s'en fout, il n'y a aucun suivi. Les gars qui sont là ne sont plus là le lendemain, ils sont sur un autre projet. Les SS2I, il y en a des très bonnes. Hein. Il y a des gens qui font leur métier très bien, mais ce ne sont pas des boîtes de haute technologie. Donc, à part nous qui sommes dans le logiciel de high-tech, personne ne comprend la high-tech en France. On n'est pas en Silicon Valley, il n'y a pas un historique, on n'a pas eu Hewlett et Packard dans un garage, on n'a pas eu Steve Jobs et Wozniak dans un garage. C'est pas notre milieu, on n'est pas né dans le bon pays. Pardon ? On a eu Bull, c'est vrai. Non, mais il faut le signaler quand même. Bull a quand même eu des supercalculateurs, il y a eu des gens très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un des papas de la commutation par paquet est français et qu'il a dû s'expatrier parce qu'en France, personne n'y croyait. Que Roland Moreno, avec la carte à puce, il a dû aller ailleurs. Donc, c'est quoi notre pays, de notre point de vue, d'informaticien ? C'est tout informaticien de logiciel a toujours au moins une fois dans sa vie entendu « nul n'est irremplaçable ». Quand on dit « attention, machin va s'en aller, c'est un pilier du projet » ou un tel « nul n'est irremplaçable », c'est pas vrai. Une boîte qui embauche des gens remplaçables, c'est une boîte qui a un problème de ressources humaines. C'est un problème, c'est une boîte qui ne va pas à l'excellence et c'est une boîte qui n'est pas concurrentielle sur le marché. Quand on veut bâtir de l'innovation, on embauche des gens irremplaçables. Donc ce truc-là, on continue à l'attendre de la part de tous nos politiques, de la part de tous nos managers, de la part de tous nos dirigeants, et c'est ça le problème français. On est complètement incompétent sur la manière de nous recruter, nous les techos. Et alors, je vous l'ai déjà dit, mais une compagnie qui vend du Canigou n'est pas une boîte de high-tech. Tinder n'est pas une boîte de high-tech. Le Boncoin n'est pas une vente de high-tech. Le Boncoin, l'ancien président et désormais futur candidat, a rendu visite au Boncoin. Le Boncoin n'est pas une boîte de haute technologie. C'est pas avec ça qu'on va faire des GAFA. C'est pas avec ça qu'on va faire des grandes boîtes qui vont faire du logiciel sur l'étagère et qui seront présentes dans tous les ordinateurs du monde. Donc c'est pas avec ça non plus qu'on va créer un écosystème dans le logiciel. Donc on va faire un petit jeu là tous, on n'est pas très nombreux, j'aurais espéré plus pour que c'est un peu plus de force. Mais levez-vous tous s'il vous plaît. On va faire un petit truc. Il y a pour 2 minutes, vous allez voir, c'est pas très long. Si vous n'avez pas d'ordinateur, asseyez-vous. Il y en a encore un, 2, waouh. J'ai pas dit ici, hein, en général. Hein. Ah voilà. Hein, si vous n'avez pas d'ordinateur du tout disponible. Si vous ne comprenez pas ça, je ne dis rien, asseyez-vous. D'accord ? Si vous n'en disposez jamais d'une chaise, asseyez-vous. Si vous ne disposez jamais d'un bureau, asseyez-vous. Qui n'est pas connecté dans la salle, asseyez-vous. Aucune connectivité, jamais. Vous avez tous une connectivité. Qui n'a pas de cerveau? Asseyez-vous. D'accord? Bon, bah globalement, vous êtes tous restés debout. Tout ça, vous pouvez vous rasseoir. Je vous remercie beaucoup de vous être prêtés à ce petit jeu. Tout ça, c'est la seule chose, les seules choses qui sont strictement nécessaires pour démarrer une boîte dans le logiciel. Il faut un cerveau, il faut une chaise pour poser son auguste fessier, il faut une table pour poser son auguste machine, et il faut un cerveau pour avoir l'idée, et ça, c'est gratuit.
Et la connectivité est désormais indispensable pour aller consulter les docs, pour pousser ses binaires, pour pousser ses sources sur GitHub, des choses comme ça. C'est pas grand-chose. On va faire un petit total. J'ai pris la première chaise Ikea relativement confortable et solide, 39 €. J'ai pris le premier bureau Ikea qui est à peu près raisonnable et sur lequel on peut mettre une imprimante, des papiers, son ordinateur et qui dure un certain temps, 75 €. Une bécane à peu près décente, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un processeur de base sur lequel une compilation ne met pas 3 heures. 500 €. La connectivité, tout va entre 29 et 42 € par mois pour avoir quelque chose de très confortable. Coût total pour 6 mois de travail, 824 €. Trouvez-moi une seule autre industrie sérieuse qualifiable de ce nom où on peut démarrer un projet en 6 mois pour 824 €. Il n'y en a pas. Vous voulez aller dans la biochimie, vous voulez aller dans le bois, vous voulez aller dans la construction, vous voulez aller dans la bio... Il n'y en a pas. Toutes les autres, le ticket d'entrée démarre en plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut de l'équipement, il faut du personnel, il faut des accréditations, il faut des habilitations. Là, rien, vous avez besoin de rien. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il faut mettre le cerveau en marche et puis il faut se lancer. Ça, c'est le plus dur, se lancer. Beaucoup de gens ont besoin du coup de pied aux fesses pour y arriver. Moi-même, je vais vous raconter un peu plus tard comment ça s'est passé. Donc ça, c'est un atout qui est incroyable, que personne ne mentionne en ces termes-là. Et c'est bien dommage parce que ça prouve que le retour sur investissement et la prise de risque sont extrêmement faibles. On peut se lancer pour pas grand-chose, même en étant étudiant, même en étant en perruque dans un autre job. On a tous démarré des petits projets, des petites sources sur GitHub, des machins, alors qu'on fait autre chose dans nos boîtes. Tous. En tout cas, tous les informaticiens que je connais et qui font du logiciel. Donc, on a tous eu la tentation d'aller vers ça, et c'est un fait connu de toute notre communauté d'employés, d'ingénieurs, de techniciens, que le gouvernement ne voit absolument pas. Alors reprenons un petit peu ce qu'on pourrait faire en France si on avait 2 doigts de jugeote au niveau des ministères. On a à peu près 50 000 étudiants en France dans le domaine du logiciel. Ça peut sembler beaucoup. 50 000, c'est un tiers de ce qui sort de Bangalore tout seul en Inde par an. Donc en Inde, il y a Bangalore, Hyderabad, Delhi, enfin voilà. Donc c'est tout petit. On est, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certaines conférences ici, nous sommes très petits dans le monde de la high-tech. Il y a un seul domaine qu'Axel Lemaire oublie malheureusement de mentionner, dans lequel nous sommes extrêmement bons, c'est l'imagerie numérique. On est bon depuis toujours, parce que l'imagerie, c'est des algorithmes mathématiques, ce sont des formules, c'est des calculs matriciels, etc. On a une excellente formation en France sur l'imagerie numérique, et la totalité de nos bons diplômés s'exportent directement vers Hollywood et ne reviennent jamais, puisqu'il n'y a pas d'industrie de l'imagerie numérique en France. Point. Donc vous allez à côté des studios Universal, vous avez des boîtes qui sont staffées à 40% de français, et au point que dans certaines boîtes, le français est devenu la seconde langue officielle de travail, ce qui est quand même assez phénoménal. Oui. Par exemple, tout ce qui est en manipulation d'images, détection, tout ce qui manipule de la bitmap, qu'elle soit 2D, 3D, et qui travaille sur de l'image. Et là, on est vraiment extrêmement fort. Mais depuis des décennies. Et c'est un truc qui passe complètement à la poste. Donc on est tellement bon, on n'en sort pas beaucoup des étudiants en imagerie, mais ils sont remarquables, et ils se barrent tous parce qu'il n'y a rien à faire ici. C'est quand même désolant, quoi. Donc on a 50 000 étudiants. Tous les étudiants en logiciel, en informatique, qui soient en fac, en IUT, en grande école, à l'école 42 gratuite qui donne aucun diplôme, que sais-je encore, ils ont tous au moins un projet de fin d'études à faire, sans exception. On a tous fait un projet de fin d'études. Ces projets de fin d'études, dans la plupart des cas, donnent lieu à un beau rapport en PDF ou en papier qui encombre des très belles étagères. Et c'est tout. On a une note, on a éventuellement une mention, on a des félicitations, et c'est terminé, c'est rangé. Et puis 5 ans plus tard, il y a un gars qui vient, qui vide tout, qui fout dans les archives, et c'est terminé dehors. Moi, je me suis amusé à reprendre dans mes anciennes écoles la totalité des projets sur 5 ans. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, les chiffres, c'est pas du pifométrique, c'est du vécu.
Sur la totalité des 5 années de projet de promotion de 200 élèves d'une grande école, il y avait un projet sur 5 qui présentait un intérêt industriel potentiel, d'accord, à la lecture du document. Un projet sur 5 est industriellement intéressant. Ça fait quand même 5000 environ. C'est déjà pas mal. Pardon? 2. Pour 2 écoles. Non, non, les 5000, c'est sur la France, excuse-moi. Ouais, c'est sur la France. Donc c'est bien, c'est déjà très bien. Après tout, tous les projets, tous les directeurs de projet ne donnent pas des idées industriellement intéressantes, et tout le monde ne réussit pas son projet non plus. Donc c'est déjà pas mal. Et quand on creuse un petit peu et qu'on commence à fouiller les développements, le modèle économique, tout ça, là-dessus, il y en a encore 1 sur 3 qui vraiment devrait donner lieu à une industrialisation, ou en tout cas, on devrait vraiment envisager le projet d'une start-up construite sur cette technologie. Ça fait environ 1700 par an. Donc, qui traîne sur les étagères de tous les départements informatiques de France et de Navarre, il y a 1700 boîtes inexploitées. En gros, il y en a 10 à 11 qui se créent par an. Voilà. Sorties de ces 1700, pas plus. Les autres ne viennent pas des projets étudiants. Ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'après, en général. Les étudiants créent leur boîte 2-3 ans après la sortie, mais pas à la sortie. D'accord, c'est très rare. Donc, tout ça, c'est un champ de valeur, un champ de richesse complètement ignoré, complètement sous-exploité, au détriment non seulement de nous pour avoir de l'emploi intéressant et éviter de végéter en SS2I, mais au détriment de la valeur du pays, la richesse du pays, la création d'emplois, enfin j'en passe et des meilleurs, quoi. Notre balance commerciale, export, et enfin tout ce que vous voulez. L'attrait aussi pour les étudiants étrangers, les ingénieurs étrangers. Essayez d'attirer un gars de Silicon Valley pour venir en France. Si vous ne lui donnez pas 45 000 € et le visa express, comme ça a été montré ce matin, vous pouvez toujours rêver. Hein. Ah oui, Paris, la Seine, la Tour Eiffel, d'accord. Pour le boulot, vous allez parler des conditions de travail, vous allez surtout parler du salaire, et là, ça va être totalement bloquant. Ça n'a rien à voir. Donc en France, on fait quand même, on essaye des grosses initiatives, on nous parle depuis quand même les années 60, 70, d'une Silicon Valley à la française. Ça a commencé par le déplacement de Supélec et l'école polytechnique à l'époque vers le plateau de Saclay, au milieu de la Pampa. C'est toujours la Pampa. Bon, Paris s'étend un petit peu, mais on est toujours à la Pampa. Donc tout le monde veut aller là-haut, en haut, à droite. Hein, et on nous propose de faire la Silicon Valley en bas à gauche. Dans un endroit qui n'est accessible qu'au bout du RER B, avec 20 minutes de montée à pied de la colline de Lozère, dans un endroit où il n'y a pas un café, où il n'y a pas un cinéma, où il n'y a pas de logement, où il n'y a pas d'hôtel non plus pour accueillir des visiteurs, et où très franchement, accueillir des partenaires et des choses comme ça va être honteux, quoi. Moi, j'ai été étudiant sur le plateau de Saclay. Je peux vous dire que la première chose dont on rêve, c'est se barrer du plateau de Saclay. On nous balance que les grandes boîtes vont débarquer, que tous les labos vont être là. Pour l'instant, il n'y a que la R&D de EDF qui a basculé de Clamart à cet endroit-là. Et les autres renaclent. Il y a beaucoup d'incitations gouvernementales, mais ce n'est pas encore fait. Donc je crois qu'on a un gros loupé là. Oui, mais Thales, ça fait un bon moment qu'ils sont là. Thales avait déjà les labos là depuis un bon moment parce qu'ils étaient avec les labos de l'école polytechnique qui sont de l'autre côté de la clôture, effectivement. Mais ça reste relativement limité. Je veux dire, le café le plus proche est quand même à 5 km, relativement, à part le bar des élèves des écoles. Mais, donc, on va avoir du mal à attirer du monde, quoi. Je veux dire, c'est pas le quartier latin, c'est pas Paris. Alors, en Silicon Valley, en Californie pour être plus précis, il y a un énorme mouvement depuis 2006-2007 de quitter le désert culturel de la Bay Area Sud, donc San José, Palo Alto, tous les noms que vous connaissez, Mountain View, pour remonter vers San Francisco. Toutes les grandes boîtes, Facebook, Google, Amazon, Mozilla, enfin
tout le monde est désormais installé à San Francisco. Les gens se sont enfin rendus compte que là-bas, il y a une vie, il y a quelque chose, on peut élever une famille. Les gars qui étaient à 20 ans ou 22 ans à Palo Alto ou à Mountain View, bah maintenant ils en ont 35, ils ont des enfants et ils se rendent compte que San Francisco, c'est quand même un chouïa plus cool que Mountain View by night, où il y a une rue avec 5 restaurants. Voilà. Et nous, des années plus tard, on fait exactement le contraire. On ne se rend pas compte que l'attrait, c'est Paris qui est un phare dans le monde entier, la vitrine touristique du monde, et qui plaît absolument tout le monde, et on fout nos trucs pour attirer des étrangers et des investisseurs à Saclay. Je ne comprends pas. Il suffit de le dire pourtant. Cependant, en France, il y a des choses qui marchent très bien. Alors, je vais vous parler de trucs dont moi j'ai bénéficié. Les autres, j'en parlerai moins, genre investissement, BPI France, Oseo, tout ça. Je dirais 2 mots, mais ça s'arrêtait là. Donc moi j'ai créé ma boîte en étant licencié par Netscape. Donc Netscape avait fermé, AOL nous avait planté un gros couteau dans le dos en signant un deal avec Microsoft à 750 millions de dollars. Ils nous ont viré du jour au lendemain. Enfin les Américains en tant que quoi, nous ça a pris 3 mois de plus évidemment. Et j'ai donc bénéficié de pas mal de choses. J'ai bénéficié, d'ailleurs j'en ai oublié un, de l'ACRE, qui est l'aide à la création et reprise d'entreprises par des demandeurs d'emploi. Vachement pratique. En gros, si vous payez moins que vos indemnités chômage, l'État complète pendant un assez long moment. Donc c'est quand même assez pratique. Il y a vraiment une grosse aide de ce côté-là. On va dire que c'est un beau parachute. Ensuite, vous avez le statut jeune entreprise innovante, qui est vachement sympa, puisque si mes soeurs sont bons, durant 5 ans, ils vous donnent un dégrèvement total d'impôt sur la société. Et ensuite, pendant 3 ans, ils vous donnent un dégrèvement partiel d'impôt sur les sociétés. Donc c'est absolument majeur. Quand on se lance, la première chose qui se produit quand on monte une boîte, c'est le RSI et l'URSSAF qui vous contactent alors que vous n'avez même pas encore commencé pour vous demander de payer 7 000 €. Voilà. Donc avoir des dégrèvements de cotisations sociales ou d'impôts sur les sociétés, c'est une aide. On est le seul pays à faire des trucs comme ça aussi rapidement. Donc c'est très bien. Et après, il y a le crédit d'impôt recherche. Alors évidemment, il faut montrer qu'on fait de la R&D ou en tout cas qu'on fait du développement. Ça se fait relativement bien. C'est pas inutile de demander un rendez-vous aux impôts pour expliquer ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas demander à tous les bureaux des impôts et les directions des impôts de France et de Navarre de comprendre votre métier, c'est pas leur truc. Si vous leur dites, écoutez, j'envisage un dossier crédit impôt recherche, je voudrais vous expliquer ce que je fais, ils sont très très contents. Et en général, c'est très favorable parce que vous avez fait la démarche. Ça donne beaucoup de pognon, le CIR. C'est un garant d'entrée financière qui monte à 25%, si mes soeurs sont bons, de tous vos investissements R&D, salaire, déplacement, la totale, dans la limite de je ne sais plus combien. Mais je veux dire, pour une boîte normale à 2-3 personnes, ça peut rapidement représenter 100 000 €. Donc c'est vraiment très très conséquent. Tout ce qui est Oseo, BPI, investissement, prêt sur l'honneur, les régions, il y a énormément de choses auxquelles il faut s'intéresser, mais il y a juste un problème, c'est que ça bouffe du temps. Il faut monter des dossiers, il faut y aller, il faut se déplacer, il faut se présenter, et pendant que vous faites ça, vous ne codez pas. Donc si vous avez un timing très serré de développement de votre boîte sur la base de la technologie, c'est compliqué. Toute personne qui a démarré une boîte sait qu'il vaut mieux avoir beaucoup de pognon tout de suite parce qu'on code, tandis que si on a un seed money ou un petit investissement au départ, on va rapidement se retrouver dans une position où on n'a plus le temps de coder, il faut rechercher du pognon. On ne peut pas faire les deux à la fois. C'est pas possible. Alors, la France pourrait aider plus, je vous l'ai dit. Mon histoire des étudiants et des 50 000 projets, quand on voit les 150 millions d'euros dépensés là-dedans, la question de départ est toujours valide. Combien de boîtes on aurait pu aider à démarrer avec ça? Donc, pour se poser la question, il faut envisager un plan d'action. Ce plan d'action, il pourrait être très simple et je vais le proposer à Axel Lemaire dans les jours qui viennent. Donc, la source des projets d'étudiants, ce sont les départements universitaires, grandes écoles, IUT, dans lesquels ces projets sont réalisés et soutenus.
Donc les meilleurs interlocuteurs pour ça, ce sont les enseignants. D'accord ? Les enseignants sont au courant de la totalité des projets réalisés. C'est souvent même eux qui ont donné les sujets, ou en tout cas qui ont validé la demande de l'étudiant sur le sujet. C'est eux qui savent si le projet s'est bien passé. C'est eux qui savent si le projet est intéressant, si la personne est capable d'industrialiser, etc., etc., etc. Ce sont aussi des gens qui ont, en général en France, des problèmes de fin de mois financière. D'accord ? Donc moi, mon idée, ça serait, c'est pas la carotte, c'est pas le bâton, c'est la carotte. C'est-à-dire qu'on forme un comité ad hoc entre les ministères concernés. Là, c'est quoi? C'est l'éducation, la recherche, l'économie. Pardon, l'éducation, l'économie et l'économie numérique, ou l'industrie et l'économie numérique. Enfin bon, bref, un mix de tout ça. Les investisseurs institutionnels, les banques, ce genre de gens, la BPI France, etc. On les fout autour d'une table. C'est un comité qui reçoit de la part de tous les professeurs d'informatique de France et de Navarre au niveau universitaire les projets dignes d'intérêt. On va appeler ça le concours national, je sais pas, du sponsoring, du funding, de ce que vous voulez, on s'en fout. Le comité ad hoc reçoit les projets qui ont déjà été filtrés par les enseignants, bien entendu, il est hors de question d'envoyer tout. Et puis, ils vont choisir, dans la limite de leur budget, les N projets qu'ils peuvent soutenir. Et ceux-là, on va leur donner 50 000 euros. Alors, 50 000 euros, vous prenez 1000 projets, on est à 50 millions, je suis d'accord? C'est beaucoup. Enfin, c'est des clopinettes comparé à d'autres trucs qu'on investit en ce moment. D'accord ? Avec le fiasco Numergy et CloudWatt, ça veut dire qu'on peut faire ça pendant 3 ans. 3 ans, c'est donc 3000 entreprises. 3000 entreprises, c'est quoi? C'est entre 3000 et 9-10 000 personnes. C'est quoi la valeur créée par tout ça? C'est des centaines et des centaines de millions. Sur les 50 000 euros alloués au projet gagnant, vous en avez 10 000 au département d'origine du projet universitaire, donc c'est la carotte. C'est une bonne incitation pour soumettre, c'est une bonne incitation à l'excellence. Les profs sont contents, ils vont soumettre, ça fait des bons retours, ça valorise, le projet est gagnant, on peut le mettre. C'est comme le bureau de tabac, ici il y a eu un gagnant, dans ce département il y a eu un gagnant. Et vous donnez les 40 000 au projet. Et 40 000 euros pour démarrer un projet, pour se foutre autour de la table et commencer à coder, c'est bien. Ceux qui croient qu'on peut commencer une SARL ou une SAS avec 1000 euros, il faut aller voir ailleurs. Ce n'est pas possible. Encore une fois, première chose qu'on vous demande, c'est payer 7 000 euros, tout de suite. Donc il faut, en dessous de 10 000 euros de capital, ça ne marche pas. Ça a toujours été comme ça, ça n'a jamais changé. Donc éventuellement, on peut demander une prise de participation de, je sais pas moi, 10%, un truc bien fixe. C'est pour qu'il y ait un investissement des investisseurs qui mettent les 50 000 euros, mais pas nécessairement une prise de commande, quoi. C'est pour responsabiliser la personne qui reçoit les 40 000 euros, mais pas nécessairement pour lui couper le contact avec son entreprise ou son projet. Donc avec ça, en 2-3 ans, on a créé un écosystème de plusieurs milliers d'entreprises logicielles en France. Voilà. Et quand je parle de 50 000 euros donnés à chaque projet, qui donne donc un total pour 1000 entreprises par an de 50 millions, encore une fois, ce n'est pas nécessairement du pognon public. Le but est de foutre aussi les investisseurs privés autour de la table. Si on mâche le travail avec une sélection ad hoc par les enseignants de tous les projets réussis qui arrivent dans un seul comité de sélection, enfin c'est du nougat, c'est extraordinaire. On va 10 fois plus vite, on économise beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dans la sélection et la visibilité des projets. C'est tout bénef pour un investisseur. Je ne dis pas que c'est gagnant à tous les coups, c'est le jeu. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose à tenter parce que ça coûte presque rien. Le pognon d'investissement, il est déjà là par les investisseurs privés. Le pognon d'investissement de l'État, il est déjà disponible. Ça permet juste à un coût quasi nul que les deux se rencontrent, le client et l'investisseur, beaucoup plus facilement et au moment le plus opportun, c'est-à-dire à la sortie des études. Voilà. Et ça évite que les projets se barrent. Donc, je vais vous parler brièvement de ma propre expérience. Moi, je suis tombé dans les standards du web et avant ça de l'IETF, donc de l'Internet, durant la fin de mes études. C'était en 88-89, quand l'ingénieur système de Télécom Paris m'a demandé d'écrire un agent de messagerie électronique. Donc, j'ai créé un agent de messagerie électronique.
Et puis, 1 an et demi plus tard, arrivait ce qui s'appelle MIME, que vous connaissez probablement pour certains. C'est ce qui vous permet de faire des attachements, de mettre des multiparts alternatives, de mettre des images inline, d'utiliser de l'Unicode, des jeux de caractères, enfin bref, tout ce qui fait l'attrait aujourd'hui de la messagerie électronique a été spécifié par Nathaniel Borenstein, qui est là en photo, le petit monsieur qui est là, et par, comment il s'appelle, Fried, de mémoire en 89, 90, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai écrit le deuxième agent de messagerie au monde qui était conforme à tout ça, qui faisait déjà tout ça. Donc le premier, c'était celui de Nathaniel Borenstein, qui était un produit de recherche incompilable. Il fallait des prérequis monstrueux à l'époque, ça tournait que sur machine Unix, X-Windows, X11R3. Moi, j'ai fait un truc, il suffisait d'appuyer sur un bouton, ça compilait tout seul, et puis on avait un exécutable à la fin. Ça marchait super bien, il y avait plein de copains qui s'en servaient, c'était open source. Et puis ça me tentait beaucoup quand même. Je veux dire, le mail, je voyais que ça explosait à l'époque, et j'ai demandé à un copain de promo à moi, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, écoute, mon père est un industriel du logiciel, un vrai, pas de problème, tu viens à la maison, tu lui en parles, tu amènes juste des marrons glacés parce qu'il adore ça. Je me suis amené avec mes marrons glacés, on a discuté, il m'a demandé, présentez-moi votre idée, vas-y Daniel. Donc je lui ai parlé exactement de ça, je lui ai dit exactement ce que je voulais. Il m'a écouté, et puis il m'a dit, bon, je crois que j'ai compris. Quel âge vous avez? 23 ans, d'accord, laissez tomber. Pourquoi? Un, vous êtes jeune, on ne vous prêtera pas un sou en France. Il avait raison. Et deux, Microsoft est en train de faire un virage, ou va faire un virage sur l'aile vers Internet et les protocoles de communication d'Internet. Et face à Microsoft, personne n'a jamais aucune chance. Et là, il avait tort. Donc j'ai commis une énorme erreur. J'ai écouté quelqu'un qui me disait non, n'y va pas, c'est trop dangereux. Et on est maintenant quelques décennies plus tard, et je le regrette encore. Donc la leçon d'un truc pareil, c'est, rappelez-vous des chiffres, 824 € pour 6 mois. Ça coûte rien d'essayer, ça coûte rien de développer, ça coûte rien, même prototyper c'est une chose, mais même arriver au produit ça coûte pas cher. Et vaut mieux l'essayer, parce que sinon après on le regrette toute sa vie. Et nous, on est des gens qui marchons à deux choses dans nos métiers en général quand on fait de la high-tech. On marche au plaisir, la première chose. On se lève le matin et on est heureux d'y aller. Et je ne connais pas beaucoup d'industries où c'est le cas, où c'est, enfin je veux dire, si distribué. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent très heureux d'aller le matin au boulot, hein, c'est pas le problème, et qui sont très contents de ce qu'ils font. Mais nous, on a en général choisi d'être informaticien parce que ça nous éclate. Et on est un peu comparable à des mathématiciens. Quand on nous expose un problème, on commence à voir le champ des voies possibles, on enferme, on en rouvre, on bifurque et tout, et le cerveau il est en ébullition et ça nous éclate. Et l'informaticien est comme ça, il marche à la, comment ça s'appelle, à l'acétylcholine, il marche au neurotransmetteur, et il est heureux et c'est génial. Et la deuxième chose, on marche à la confiance. Dans notre monde, en général, tout le monde est de confiance, et les gens qui ne le sont pas sont vite catalogués. Lui, il n'est pas fiable et c'est terminé. Clac, c'est peut-être la seule industrie que je connais où les gens sont de confiance a priori. C'est-à-dire, on a vu ce qu'il a fait, on ne le connaît pas, mais ce qu'il fait, ça a l'air d'être bien, il est de confiance. Et c'est a posteriori uniquement qu'on déclare que quelqu'un n'est pas de confiance. Donc tout ça, ça a une énorme valeur. On est, contrairement à ce que tout le monde dit, nous sommes une véritable industrie, mais nous sommes trop souvent considérés comme les feuilles de l'arbre de la création de valeur. Je pense qu'il faut qu'on remonte au moins d'un nœud. Les informaticiens sont trop des techniciens ici. Donc mes conseils, il ne faut pas perdre de temps, il faut foncer. Vous avez déjà dû entendre que la créativité dure 10 ans. C'est complètement faux. Ça dure 10 ans chez les gens qui se laissent déranger par autre chose. Si vous bifurquez dans le management ou dans la politique ou des choses comme ça, effectivement, votre créativité va durer 10 ans. Si vous continuez dans la techno et que vous êtes, comment dirais-je, vous vous mettez à jour, il n'y a pas de raison que la créativité dure 10 ans. Hein, c'est marrant, on préfère tous un bon vieux médecin qui a de la bouteille et de la boutique et qui a atteint ses 70 ans parce que c'est un pro et qui connaît tout, mais un informaticien au-delà de 35, il est mort. C'est pas logique.
C'est pas logique. Là, le médecin, il améliore sa médecine toute sa vie, il est étudiant toute sa vie, il détecte de mieux en mieux les choses, il a de plus en plus de savoir-faire, de vision, et parfois même, il se rend compte qu'une molécule qu'il donne à un de ses patients, j'ai le cas par mon propre père qui était toubib, tiens, ça ressemble à un truc, et on va essayer, ça marche, mais il ne peut pas publier parce qu'il n'est pas chercheur. Et la médecine générale est pleine de ces cas-là. Ne perdez pas de temps, foncez, votre créativité, si vous la maintenez, sera la même toute votre vie. Croyez en vous-même, n'écoutez pas les autres. Ce qui m'est arrivé avec mon logiciel, il ne faut pas que ça arrive aux autres. Il n'y a que vous qui connaissez votre projet. Il n'y a que vous qui êtes capable d'exprimer tout ce dont votre projet est capable. Point. Commencez-le, sinon vous le regrettez toute votre vie. L'avant-dernier point, il est assez important. On parle beaucoup des sociétés de services ici parce que c'est 80 à 90% de la sortie naturelle des 50 000 étudiants en informatique précédemment cités, malheureusement. C'est une vie... Enfin bon, bref, j'en veux pas, quoi. Je suis passé 2 fois en SS2I, on m'a traité comme de la viande, c'est terminé, plus jamais de ma vie. On me vendait, j'étais à la machine à café ou à la photocopieuse, est-ce que tu connais SQL? Oui, bon, tu viens avec moi, demain tu es expert Oracle. C'est des trucs hallucinants, quoi. On n'a rien à foutre de ce qu'on vendait. Ces gens-là ne sont pas capables, pour des gens qui font de la vraie high-tech, de proposer un vrai job. Et c'est 80% du marché en France. Conclusion naturelle, il faut inventer son propre job. Il faut créer sa boîte, il faut monter sa technologie. Donc arrêtez de me demander aux autres de vous fournir le job de vos rêves que vous n'arrivez pas à obtenir, créez-le. Et les gouvernements doivent penser différemment ce qu'ils sont incapables de faire aujourd'hui. Alors là, clairement, l'industrie logicielle, ils ne la comprennent pas. Pour eux, quand on dit logiciel, c'est nécessairement Orange, Bull, Thales. Je veux dire, c'est des groupes monstrueux. Ils ne sont pas encore pigés que le logiciel, c'est nous, dans notre grotte, un comptoir de bar, avec le cerveau en ébullition, qui passe toute la nuit et qui sort un truc phénoménal. Le type est pas présentable, il porte des sneakers, il a une barbe jusque-là, il a un t-shirt noir et des restes de pizza de la veille, et il est génial. Alors si le type est un physicien en physique fondamentale, ça ne pose pas de problème. Je veux dire, Einstein avec ses cheveux comme ça, les chaussettes trouées, ça ne pose pas de souci. Et maintenant, le temps, j'ai fini, c'est le dernier. Et si c'est un informaticien, ce n'est pas normal. Il est temps de changer les choses. Je vous remercie.